avant de commencer. Si à un moment dans cette vidéo, tu penses « Oui, mais moi c'est différent, je ne suis pas comme ça », je veux que tu notes mentalement cet instant. Parce que cette pensée précise « Moi c'est différent » est exactement le sujet de la vidéo. Et si tu arrives à la fin sans jamais avoir eu cette pensée, dis-le moi dans les commentaires. Je serai genuinement surpris. Maintenant, commençons. Laisse-moi te décrire une scène que tu reconnaîtras. Tu es dans une conversation. Quelqu'un dit quelque chose d'inexact, une information fausse, une analyse simpliste, une opinion mal argumentée. Et quelque chose en toi s'allume. Pas de la colère, quelque chose de plus doux, presque de la satisfaction. La satisfaction de celui qui sait, qui voit ce que l'autre ne voit pas, qui pourrait, s'il le voulait, corriger, éclairer, remettre les choses à leur place. Tu interviens peut-être, ou tu te retiens, mais tu notes mentalement l'erreur de l'autre. Tu la classifies. Et quelque part, profondément, elle te rassure. Elle te rassure sur quelque chose que tu ne formules jamais clairement, sur le fait que tu es plus intelligent. Ce besoin de se sentir intellectuellement supérieur est l'un des mécanismes psychologiques les plus universels, les plus puissants et les moins avoués de l'espèce humaine. Et aujourd'hui, je vais te le montrer en face. La science du sentiment de supériorité, ce que les études disent. En 1999, les psychologues David Dunning et Justin Kruger de l'université Cornell publient une étude qui va devenir l'une des plus citées de l'histoire de la psychologie sociale. Titre : Incapable et inconscient de l'être. Leur découverte principale, que vous connaissez peut-être sous le nom d'effet Dunning-Kruger, est que les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer massivement leur niveau de compétence. Pas légèrement, massivement. Dans leurs expériences sur la logique, la grammaire et l'humour, les participants dans le quartile inférieur de compétences s'estimaient en moyenne dans le 62e percentile, c'est-à-dire que les 25% les moins compétents se croyaient meilleurs que 62% des participants. Mais Dunning et Kruger avaient trouvé quelque chose d'encore plus fascinant et de moins souvent cité. Les experts, les personnes vraiment compétentes, avaient tendance à sous-estimer leur niveau. Ils supposaient que les autres avaient des capacités similaires aux leurs, ils trouvaient les tâches faciles parce qu'elles l'étaient pour eux et en concluaient que tout le monde devait les trouver faciles. En d'autres termes, moins on sait, plus on se croit supérieur. Plus on sait, plus on réalise l'étendue de ce qu'on ignore. Mais l'effet Dunning-Kruger n'est qu'une facette d'un phénomène plus large que les psychologues appellent le biais de supériorité illusoire. Une étude de 1977, menée par Ola Svensson de l'Université de Stockholm, demandait aux conducteurs américains et suédois d'évaluer leurs compétences par rapport à la moyenne. Résultat, 93% des conducteurs américains et 69% des conducteurs suédois se considéraient meilleurs que la moyenne. Mathématiquement, c'est impossible, la majorité ne peut pas être au-dessus de la moyenne. Et pourtant, ce biais de supériorité illusoire a été documenté dans presque tous les domaines: intelligence, compétences professionnelles, capacité sociale, moralité, jugement. Une étude de 1981 publiée dans le Journal of Applied Psychology demandait à des ingénieurs de s'auto-évaluer. 32% s'estimaient dans le top 5% de leur domaine, 68% dans le top 25%. Ce n'est pas de l'arrogance consciente, c'est un biais cognitif profond, automatique, quasi universel. Et ce biais a une fonction précise. Épictète, qui avait une conscience remarquable des mécanismes de l'ego humain, formulait ce phénomène avec une précision qui anticipe les neurosciences modernes de 2000 ans. L'ignorance n'est pas le problème est l'ignorance de l'ignorance. Celui qui sait qu'il ne sait pas peut apprendre. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, il est perdu. L'ignorance de l'ignorance. C'est précisément ce que Dunning et Kruger ont documenté avec une rigueur scientifique. Et c'est le premier niveau du besoin de supériorité intellectuelle. Pourquoi ce besoin existe? Les racines profondes. Pour comprendre vraiment ce besoin de supériorité intellectuelle, il faut remonter à ses racines, pas seulement cognitives, psychologiques, sociales, évolutives. Racine 1.
La survie sociale. L'être humain est une espèce sociale, et dans les groupes sociaux, le statut a toujours été une question de survie. Les individus à statut élevé avaient accès à plus de ressources, à de meilleurs partenaires, à une sécurité accrue. Et dans notre espèce dont la principale force est l'intelligence, le statut a souvent été défini par la compétence intellectuelle perçue. Paraître intelligent n'est pas vanité, c'est à l'échelle évolutive une stratégie de survie. Mais notre environnement social a radicalement changé. Les menaces à notre survie ne sont plus les mêmes, et pourtant le cerveau reptilien continue de réagir à la menace pour le statut intellectuel comme à une menace pour la vie. C'est pourquoi être contredit peut déclencher les mêmes circuits neuronaux que la douleur physique. C'est ce que des études d'imagerie cérébrale ont montré. Les mêmes zones s'activent quand on nous dit qu'on a tort et quand on reçoit une gifle. Racine 2. La gestion de l'anxiété existentielle. Le philosophe Ernest Becker, dans son œuvre majeure La dénégation de la mort, prix Pulitzer 1974, proposait quelque chose de radical et de profondément dérangeant. La plupart de l'activité humaine, arguait-il, est une tentative de nier ou de transcender notre mortalité, nos œuvres, nos accomplissements, notre héritage. Et dans ce cadre, le sentiment de supériorité intellectuelle joue un rôle précis. Il crée l'illusion d'une permanence, d'une signification. Je suis intelligent, donc je compte. Je compte, donc ma vie a un sens, mon sens, donc ma mort n'est pas absurde. Cette chaîne causale est inconsciente, elle ne se formule jamais aussi clairement, mais elle opère. Racine 3. Le besoin de validation identitaire. La psychologue Carol Dweck, dont les travaux sur les mindsets ont transformé la psychologie dans l'apprentissage, avait identifié un mécanisme précis. Les personnes avec un fixed mindset, qui croient que l'intelligence est une qualité fixe et innée, ont besoin de preuves constantes de leur intelligence. Chaque interaction sociale devient une opportunité de confirmer ou de réfuter leur valeur intellectuelle. Et dans ce cadre, corriger les autres, montrer qu'on sait, se positionner comme plus informé, devient une nécessité psychologique. Non pas parce qu'on veut aider les autres à avoir de meilleures informations, mais parce qu'on a besoin de la confirmation que soi-même, on en sait plus. Marc Aurèle, qui gouvernait l'empire le plus puissant du monde et qui aurait eu toutes les raisons de se croire intellectuellement supérieur, notait pour lui-même avec une humilité qui ressemble presque à de la sévérité. Ne perds pas de temps à prouver aux autres à quel point tu es intelligent. Tu as mieux à faire avec ce temps. Et de toute façon, ceux qui ont besoin de cette preuve ne seront jamais convaincus, et ceux qui n'en ont pas besoin n'ont pas à l'être. Ceux qui ont besoin de cette preuve ne seront jamais convaincus. Les 5 masques du besoin de supériorité intellectuelle. Voici maintenant quelque chose de précis et potentiellement inconfortable. Le besoin de supériorité intellectuelle ne ressemble pas toujours à de l'arrogance ouverte. Il est souvent déguisé en vertu, en qualités admirables, et c'est précisément pourquoi il est si difficile à reconnaître en soi-même. Masque 1. Le correcteur compulsif. Il ne peut pas laisser passer une inexactitude sans la corriger. Pas pour aider, pour montrer qu'il sait. La correction devient un marqueur de statut, pas un service rendu. Tu le reconnais parce qu'il corrige même quand la correction ne change rien à ce qui importe dans la conversation. Masque 2. Le lecteur de sources. Ah, tu n'as pas lu Nom de livre obscur? C'est fondamental pour comprendre ce sujet. La connaissance est utilisée comme barrière d'entrée, pas comme pont de connexion. Le but n'est pas de partager, c'est de signaler une appartenance à une élite intellectuelle. Masque 3. Le nuanceur perpétuel. Il est incapable de valider une idée sans immédiatement en montrer les limites, les exceptions, les nuances que l'autre n'a pas vues, même quand l'idée est correcte et utile. La nuance est une vertu réelle, mais ici, elle est utilisée stratégiquement pour maintenir une position de surplomb. Masque 4. Le sceptique systématique. Il doute de tout ce que les autres avancent, non par curiosité intellectuelle sincère, mais parce que le scepticisme le positionne comme plus critique, plus rigoureux, plus difficile à duper. Le « j'ai des doutes sur ça » devient un signal de sophistication intellectuelle. Masque 5. Le pédagogue non demandé. Il explique des choses que personne ne lui a demandé d'expliquer. Il simplifie des concepts pour les autres, non par générosité, mais pour occuper la position de celui qui sait face à ceux qui ne savent pas. Sénèque, qui avait une conscience aiguë de ces mécanismes dans la cour impériale romaine, écrivait avec une honnêteté rare « J'ai connu des hommes qui voulaient paraître sages plutôt qu'être sages.
Ce sont les plus dangereux parce qu'ils confondent eux-mêmes la performance avec la réalité. Ils confondent eux-mêmes la performance avec la réalité. Alors, maintenant, la question honnête. Est-ce que tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces masques? Pas à l'extrême, pas de façon caricaturale, mais dans une version douce, subtile, quotidienne. Je vais te dire quelque chose que je pense sincèrement. Pratiquement tout le monde se reconnaît dans au moins un de ces masques, parce que ce besoin est humain, universel. Il ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou d'arrogant. Il fait de toi quelqu'un qui a un ego, c'est-à-dire tout le monde. La question n'est pas « est-ce que j'ai ce besoin ?» La question est « est-ce que je vais le laisser gouverner mes interactions et ma façon de penser ?» Et c'est précisément ce à quoi la partie 2 va répondre. Il y a une phrase de Socrate, le philosophe grec que l'oracle de Delphes avait désigné comme le plus sage des hommes, que je veux que tu entendes vraiment. Pas la version que tout le monde cite, la version complète. Quand des disciples lui ont rapporté ce que l'oracle avait dit de lui, que personne n'était plus sage que lui, Socrate a dit « Je dois avoir quelque avantage sur cet homme. Aucun de nous deux ne sait probablement rien qui vaille. Mais lui croit savoir quelque chose alors qu'il ne le sait pas, et moi, je ne sais pas et je ne crois pas savoir. » Ne pas savoir et ne pas croire savoir, c'est ça la vraie intelligence selon Socrate, et selon les stoïciens, et selon 2000 ans de philosophie sérieuse sur ce que signifie vraiment penser. Ce n'est pas le vide de la connaissance, c'est la conscience de ses limites. Et cette conscience, cette humilité épistémique radicale, est l'exact opposé du besoin de supériorité intellectuelle. L'humilité épistémique, pas de la faiblesse, de la puissance. Le mot « humilité » est souvent mal compris dans notre culture. On l'associe à la déférence, au fait de s'effacer, à la modestie performative. Et cette association le rend peu désirable pour des gens qui cherchent à être pris au sérieux intellectuellement. Mais l'humilité épistémique, l'humilité dans sa relation à la connaissance, est quelque chose de radicalement différent. C'est la capacité de maintenir des croyances proportionnées aux preuves disponibles, de changer d'avis face à de meilleures informations, d'admettre qu'on ne sait pas sans que ça constitue une menace pour son identité intellectuelle. Et voici ce que la recherche sur les meilleurs raisonneurs du monde, des analystes du renseignement aux scientifiques en passant par les stratèges d'entreprise, révèle de façon constante. Les personnes qui raisonnent le mieux ne sont pas celles qui sont les plus sûres d'elles. Ce sont celles qui sont les plus à l'aise avec l'incertitude. Philip Tetlock, professeur à l'Université de Pennsylvanie, auteur de Super Forecasting, a passé des décennies à étudier ce qui distingue les gens qui font de bonnes prédictions de ceux qui en font de mauvaises. Sa conclusion est tranchante. Les meilleurs prédicteurs, qu'il appelle les super forecasters, ont tous en commun une qualité particulière. Ils n'ont pas besoin d'avoir raison, ils ont besoin de voir juste. Et pour voir juste, ils sont prêts à dire « je ne sais pas », à réviser leurs estimations, à chercher activement les informations qui contredisent leurs croyances. Les mauvais prédicteurs, eux, protègent leurs croyances. Ils cherchent les confirmations, ils résistent au changement d'avis, parce que changer d'avis ressemble à admettre qu'ils avaient tort, et admettre qu'ils avaient tort menace leur identité intellectuelle. Épictète formulait cette distinction avec une clarté imparable. Il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. Il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. C'est la prison du besoin de supériorité intellectuelle. On ne peut plus recevoir de nouvelles informations, parce que recevoir implique d'admettre qu'on ne savait pas. Et admettre qu'on ne savait pas menace l'image qu'on protège. Le coût intellectuel du besoin de supériorité intellectuelle. Voici ce que le besoin de supériorité intellectuelle ne te dira jamais lui-même. Il te rend plus bête. Pas immédiatement, progressivement, insidieusement. Parce que le besoin de paraître intelligent est incompatible avec le processus réel d'apprendre. Apprendre demande d'admettre qu'on ne sait pas, d'être dans la position de celui qui reçoit plutôt que de celui qui démontre, de se laisser surprendre, contredire, désorienter. Ces états, l'ignorance admise, la réception ouverte, la surprise, sont précisément ceux que le besoin de supériorité intellectuelle cherche à éviter à tout prix. Résultat, les personnes gouvernées par ce besoin arrêtent de vraiment apprendre.
Elles accumulent des informations qui confirment ce qu'elles savent déjà. Elles développent une expertise de surface dans de nombreux domaines, assez pour paraître informées, pas assez pour être vraiment compétentes. Et elles finissent exactement là où Dunning et Kruger les avaient placées dans leurs études, en haut de la courbe de la fausse confiance, convaincues de leur supériorité, ignorantes de leur ignorance. La recherche en sciences cognitives a documenté ce phénomène sous le nom de Earned Dogmatism Hypothesis, l'hypothèse du dogmatisme acquis. Les experts perçus, les personnes qui croient avoir atteint un niveau d'expertise suffisant, ont tendance à fermer leur esprit aux nouvelles informations. Non pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce que leur identité intellectuelle est investie dans leurs croyances actuelles. Marc Aurèle, qui avait le statut le plus élevé possible, celui d'empereur d'un empire millénaire, et qui s'imposait quand même un examen de conscience quotidien sur ses propres erreurs de jugement, écrivait « Si quelqu'un peut me montrer que j'ai tort dans ma façon de penser ou d'agir, je serai heureux de changer, car c'est la vérité que je cherche, non la victoire dans le débat. Ce ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la victoire dans le débat que je cherche, c'est la vérité. » La liberté radicale de ne pas savoir. Il y a une expérience de pensée que j'aimerais te proposer. Imagine une journée entière pendant laquelle tu n'as pas besoin de paraître intelligent. Tu peux dire « je ne sais pas » sans que ça menace quoi que ce soit. Tu peux poser des questions naïves sans craindre d'être jugé. Tu peux être contredit et trouver ça intéressant plutôt que menaçant. Tu peux changer d'avis en cours de conversation et voir ça comme un progrès plutôt qu'une défaite. Comment te sentirais-tu ? Pour beaucoup de personnes, l'image de cette journée est reposante, légère, presque révélatrice. Parce qu'elles réalisent, en imaginant cet état, à quel point la gestion de l'image intellectuelle est épuisante, à quel point surveiller ses mots pour ne pas paraître ignorant, chercher à placer sa connaissance au bon moment, positionner ses opinions de façon à signaler sa sophistication, tout ça consomme une énergie considérable, une énergie qui n'est pas disponible pour penser vraiment. Sénèque avait décrit cette légèreté, cette liberté de celui qui n'a plus besoin de prouver, dans une formule dont la densité est remarquable. Magna pars libertatis et benemoratus ventrere. Une grande part de la liberté est d'avoir un ventre bien discipliné. Métaphoriquement, la liberté vient de la maîtrise des besoins, et le besoin de paraître intelligent est l'un des appétits les plus tyranniques qui soient. Le maîtriser, le reconnaître quand il s'active, choisir de ne pas lui obéir, crée une liberté intellectuelle réelle. La liberté de penser sans agenda, d'écouter sans défense, de changer d'avis sans douleur. Et cette liberté, cette légèreté intellectuelle, est précisément ce qui permet à certains esprits de progresser plus vite que les autres. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents au départ, mais parce qu'ils n'investissent pas leur énergie à protéger une image. Les 4 pratiques pour se libérer du besoin de supériorité. Pratique 1. La question avant l'affirmation. La prochaine fois que tu sens l'impulsion de corriger quelqu'un, de montrer que tu sais, de placer une information, fais quelque chose de différent d'abord. Pose une question. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Comment tu es arrivé à cette conclusion? Tu peux m'expliquer ton raisonnement? Ces questions font 2 choses simultanément. Elles t'informent mieux que n'importe quelle correction que tu aurais pu faire, et elles créent une dynamique de curiosité plutôt que de compétition intellectuelle. Et très souvent, en posant ces questions, tu découvres que l'autre avait accès à des informations ou à une perspective que tu n'avais pas, et que ta correction aurait été prématurée. Pratique 2. Le journal des fois où tu avais tort. Une fois par semaine, note une occasion récente où tu t'es trompé, où tu avais mal compris quelque chose, où quelqu'un t'a appris quelque chose que tu ne savais pas. Pas pour te mortifier, pour cultiver une relation saine à l'erreur, pour te prouver à toi-même que se tromper est une partie normale et précieuse du processus de pensée. Cette pratique, maintenue dans le temps, transforme la relation à l'erreur. Elle passe d'une menace identitaire à une information utile. Pratique 3. Chercher activement ce qui contredit tes croyances. Pour chaque opinion ferme que tu as sur un sujet politique, économique, philosophique, personnel, prends le temps de chercher les meilleurs arguments contraires. Pas les pires, les meilleurs, les plus solides, les plus difficiles à réfuter. Cette pratique s'appelle en philosophie la Stillmanning, construire la version la plus forte possible de l'argument adverse, et elle est l'exact opposé de ce que fait le besoin de supériorité intellectuelle. Elle te rend moins certain, et moins certain, tu es plus intelligent. Pratique 4.
Dire « je ne sais pas » une fois par jour. Délibérément, consciemment, dans une situation où tu aurais pu faire semblant de savoir. Je ne sais pas, tu peux m'expliquer? Ces 4 mots, dans notre culture de l'omniscience performée, sont parmi les plus courageux qu'on puisse prononcer. Et ils ouvrent des conversations que je pense que n'ouvrira jamais. L'intelligence qui n'a pas besoin de rien prouver. Je veux finir avec quelque chose de précis. La vraie intelligence, celle que les plus grands esprits de l'histoire ont incarnée, n'avait pas besoin de se prouver. Socrate se présentait comme ignorant. Marc Aurèle, empereur, général, philosophe, s'imposait des examens de conscience quotidiens sur ses propres erreurs de jugement. Newton, l'un des physiciens les plus géniaux de l'histoire, décrivait sa vie comme « jouer sur la plage en ramassant des cailloux pendant que l'océan de la vérité s'étend à perte de vue devant moi ». Ces hommes n'étaient pas modestes parce qu'ils manquaient de confiance, ils étaient modestes parce qu'ils avaient assez de connaissances pour mesurer l'étendue de leur ignorance. Et c'est précisément cette mesure, cette conscience de l'étendue de ce qu'on ne sait pas, qui est la marque de la vraie intelligence. Marc Aurèle résumait cette philosophie dans une formule qui n'a pas vieilli d'une seconde en 2000 ans. Si quelqu'un est capable de me convaincre et de me montrer que je pense ou agis incorrectement, je le ferai volontiers. Je cherche la vérité, qui n'a jamais blessé personne. C'est la persistance dans l'erreur et l'ignorance qui blesse. La persistance dans l'erreur et l'ignorance qui blesse. Pas le fait de se tromper, la persistance dans l'erreur. Et la persistance dans l'erreur, nous l'avons vu, est précisément le résultat du besoin de supériorité intellectuelle, du refus d'admettre qu'on ne sait pas, de la fermeture défensive à ce qui pourrait remettre en cause notre image. La vraie intelligence est ouverte, curieuse, légère. Elle n'a pas besoin de gagner les débats, elle a besoin de voir juste. Et elle sait, profondément, humblement, joyeusement, qu'elle ne verra jamais tout. Dis-moi dans les commentaires dans lequel des 5 masques tu t'es le plus reconnu. L'honnêteté dans les commentaires sera plus précieuse que la performance. Je lis tout. À très bientôt.